Et n'hésite pas, toi, à me dire quel est ton trope préféré et à me conseiller un livre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tropes littéraires. Je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, je crois. Pour commencer, et pour mettre tout le monde au même niveau, je vais rappeler ce qu'est un trope littéraire. C'est un schéma narratif récurrent dans les histoires. Attention à ne pas confondre ça avec les stéréotypes et les clichés. Alors oui, les tropes, à force d'être vus partout, dans toutes les œuvres, les livres, les films, ça peut devenir un petit peu barbant. Mais à l'origine, c'est juste un ressort narratif qu'on va utiliser. Et pour que ça ne se transforme pas en cliché, le but est souvent de le twister ou justement d'utiliser un trope que tout le monde connaît pour en faire quelque chose de tout nouveau. Histoire de nous surprendre un petit peu et de bousculer l'horizon d'attente des lecteurs. Le trope, malgré ce qu'on peut voir et croire, il peut concerner plusieurs choses. Ce dont on a le plus l'habitude, c'est les tropes de personnages, donc les dynamiques de personnages. Vous connaissez peut-être le enemies to lovers, ennemi à amant, le friends to lovers, ami à amant. On connaît aussi les tropes, j'ai envie de dire, situationnels, le one bed trope, je crois que ça s'appelle comme ça, only one bed trope, en gros le moment où deux personnes qui sont évidemment attirées l'une par l'autre vont se retrouver à cohabiter dans un espace où il n'y a qu'un seul lit et vous pouvez aisément deviner ce qui va se passer. On a aussi, et là j'ai envie de dire que je suis un peu plus partagée par l'utilisation du terme trope, c'est ce qui concerne les personnages. Pour moi, il n'y a pas de trope de personnages, c'est plutôt des archétypes de personnages qu'on va retrouver. Le mentor, le méchant, le meilleur ami, ou la meilleure amie, qui est ultra dévouée au héros et qui le remet absolument jamais en question. Oui, on reparle des critiques qu'on peut faire à certains tropes qui sont un petit peu trop convenus. Je pense que maintenant vous avez une bonne idée d'ensemble de ce qu'est un trope. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 tropes que j'aime beaucoup. L'idée m'est venue suite à ma lecture de All of Us Villains. C'est une duologie. J'ai lu le premier tome cette semaine et dans ce livre il y a un trope que je me suis rendu compte j'aimais beaucoup et un trope que je n'aime pas du tout, mais ils vont souvent ensemble. Et c'est vrai que ça m'a fait pas mal réfléchir à l'utilisation des tropes. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé notamment dans le marketing, dans le monde de l'édition. On va mettre en avant un livre avec les mots-clés, donc les tropes auxquels il peut convenir. Et moi j'avoue que ça c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup en tant que lectrice. Je ne choisis pas du tout mes lectures en fonction des tropes parce que je considère que la littérature, les livres, l'art en règle générale n'est pas une liste de courses et donc je préfère être surprise par une lecture. Alors évidemment il y a des tropes qui sont beaucoup plus voyants dans les quatrièmes de couverture par exemple où on peut se dire oui on va retrouver tel type de dynamique, mais je suis pas du tout une chasseuse de tropes ou une collectionneuse. C'est pas parce que j'aime bien un ressort que je vais toujours me diriger vers ça, c'est plutôt choisir ma lecture en fonction des recommandations qu'on peut me faire ou des résumés et au moment de la lecture je me laisse surprendre et je dis ah c'est vrai que ça c'est un truc que j'aime bien. Ce qui fait que même les tropes que je préfère, mes tropes préférés, enfin tropes que j'apprécie, je vais pas les chercher à tout prix parce qu'en fait je pense que c'est le meilleur moyen de s'en lasser, de s'en dégoûter et d'être trop habitué aux ficelles. Personnellement dans ma passion pour la lecture, je cherche plutôt la diversité et la richesse et c'est pour ça que même les tropes que je n'apprécie pas, ce n'est pas quelque chose qui va fondamentalement me rebuter, à part pour certains, mais ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo inverse, genre les tropes que je n'aime pas du tout, et je vais vous demander d'essayer de me faire changer d'avis. Je ne critique évidemment absolument pas les lecteurs qui fonctionnent toujours par tropes, je les invite juste à être un peu plus curieux et parfois se lancer dans une lecture sans trop en savoir. Bref, ceci étant dit, et même si, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une chasseuse et une collectionneuse de tropes, il y a quand même quelques trucs qui, quand ça intervient dans ma lecture, je me dis « Ah, c'est sympa, j'aime bien ». Et c'est ce qui s'est passé avec All of Us Are Villains. On commence donc naturellement par ce trope-ci qui est le trope du tournoi ou le trope des jeux. Évidemment, on connaît tous, et je pense que l'exemple le plus connu c'est Hunger Games. C'est une saga que j'ai adorée. Je me suis énormément attachée aux personnages et tout l'enjeu du tournoi, qui là en plus est un tournoi
à mort. La dynamique du tournoi, elle va vraiment accentuer toute la tension dramatique. On va beaucoup plus s'attacher aux personnages, on va avoir peur qu'il leur arrive quelque chose puisque c'est littéralement le but. Souvent on va avoir une arène qui est faite déjà premièrement pour isoler les personnages du reste du monde et parfois aussi l'arène, au-delà d'être une prison, elle va aussi être un piège, c'est-à-dire que l'arène est faite tout autant que les autres participants pour te tuer. C'est hyper cool et ça rend l'intrigue ultra imprévisible, même si on pourrait mettre un petit bémol sur le trope du tournoi, parce que généralement quand on suit un personnage, on se doute que c'est lui qui va survivre, donc au niveau suspense, on n'est pas au max. Mais c'est toujours intéressant de voir le personnage vraiment livré à lui-même et de le voir interagir avec les autres participants. Alors, évidemment, normalement, ils sont tous ennemis, vu qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Mais on le sait, c'est aussi l'occasion de développer des alliances, des amitiés, et on sait très bien que ça ne peut pas durer. Au mieux, la personne va disparaître de la main d'un autre participant, ou au pire va être trahi soit par un autre allié, soit par littéralement notre personnage principal. Et c'est assez chouette, c'est une dynamique que j'aime beaucoup. Que j'ai beaucoup aimé du coup dans Hunger Games, mais que j'ai aussi énormément apprécié dans All of Us Villains. Il y a un tome 2, je l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de le faire. Ça me permet de glisser un petit peu mes recommandations. Ce livre-là va se dérouler dans un monde, dans une ville magique, où à chaque génération, j'ai envie de dire, ancienne famille principale, famille fondatrice du village, donc il y en a 7. Ces 7 familles vont envoyer un champion, qui est un adolescent, jeune adulte, qu'ils ont entraîné et choisi. L'enjeu du tournoi est tout simplement la possession pour la génération qui suit de la forme la plus pure et la plus concentrée de magie. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a une arène qui est super cool. On a aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, des bâtiments magiques. Donc on a 7 bâtiments et on a aussi 7 reliques, donc 7 objets magiques qui vont aider le personnage, soit parce que c'est une arme ou un bâtiment qui va le protéger, ou soit parce que c'est un bâtiment ou une arme qui peut aider à attaquer les autres participants. C'était absolument trop cool, j'ai hâte de vous faire une vidéo dédiée sur cette duologie quand je l'aurai fini, parce qu'il a quand même quelques points à redire, selon moi. En parlant du trope, du tournoi et des jeux, About Estelle, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup, avait fait une vidéo trope analyse sur les tournois et sur ce qu'elle pourrait reprocher aux tournois. Alors évidemment, elle lit beaucoup plus de livres de ce style-là que moi, et elle lit notamment de la romantésie, ce qui est pas du tout mon cas, et apparemment le trope du tournoi revient hyper souvent et commence à devenir un peu lassant à la longue. Et moi j'aime beaucoup, alors que ce soit dans un univers dystopique comme Hunger Games ou que ce soit dans un univers de fantasy comme All of Us Are Villains. Alors on retrouve aussi ce trope dans les films et dans les séries. On peut notamment penser dans des formes un peu différentes aux 2 films maintenant, Gladiator, ou alors à la série Squid Game que je pense vous connaissez. On retrouve toujours beaucoup de tension, beaucoup de rebondissements aussi. Enfin bref, c'est un trope que j'apprécie. On passe maintenant à 2 tropes que j'adore, qui touchent à la même thématique mais dont l'exécution est un petit peu différente. D'abord le trope du voyage dans le temps. Que ce soit dans des récits plus de science-fiction ou alors de fantastique et de fantasy, j'adore les voyages dans le temps. Je pense que ça a commencé avec Retour vers le futur comme beaucoup de personnes. Et puis ensuite j'ai enchaîné, j'ai lu la trilogie des gemmes avec Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Je sais pas si vous connaissez, c'est d'abord des livres mais ensuite ils en ont fait des films et je crois que les adaptations sont quand même assez connue. C'est une fille qui va tout simplement apprendre du jour au lendemain qu'elle possède le pouvoir de voyager dans le temps, et d'ailleurs elle est liée à d'autres personnes qui ont chacun leur pierre, leur totem. Mais voilà un conte très peu recommandable et avide de pouvoir. On va vouloir chercher tous ces voyageurs dans le temps pour leur prendre leur pouvoir et être littéralement le maître du temps. C'est hyper cool. Alors oui, c'est très livre pour ados. On a des enjeux romantiques qui sont pas forcément nécessaire, mais j'ai envie de dire on peut pas passer à côté quand on parle d'une série pour ados. C'est assez chouette, et si vous êtes nostalgique de l'époque des années 2010, quand on était, enfin en tout cas moi j'étais ado et je dévorais toutes les sagas cultes qui sont Harry Potter, Twilight, Hunger Games, le Labyrinthe. Rouge Rubis faisait partie de ces piliers et font toujours partie de ces piliers qui ont forgé la lectrice que je suis actuellement. Oui, car avant les études de lettres et l'étude et l'appréciation des classiques, il y a eu évidemment nos classiques à nous. Ce que j'aime dans le trope, c'est l'aspect d'abord historique. Alors évidemment, on n'est pas, ça dépend des livres, sur une fiabilité
incroyable et sur un réalisme à couper le souffle. Mais c'est vrai que le voyage dans le temps, en plus il y a ce côté pouvoir qui peut s'avérer hyper dangereux parce que quand on modifie quelque chose dans le passé, ça peut mettre la pagaille absolue dans le présent, le futur. Faire par exemple, comme c'est le cas dans Retour vers le futur ou d'autres œuvres du même style, faire qu'on se retrouve nez à nez avec nos parents quand ils avaient notre âge. Ça, c'est des situations qui sont absolument trop drôles. D'ailleurs, il y a énormément de quiproquos et de situations comiques qui sont provoquées par les voyages dans le temps. Voilà, quand on prend les anachronismes et qu'on en fait des choses drôles et pas seulement des erreurs bêtes, que ce soit dans un passé très très lointain ou alors il y a seulement quelques décennies, il y a souvent beaucoup de nostalgie, de l'humour qui moi me fait beaucoup rire. J'ai cité plein d'œuvres qui sont je pense très très connues. Je vais vous en donner deux autres que j'ai beaucoup aimé. On a notamment le roman de Guillaume Musso, Seras-tu là, qui là aussi parle d'un voyage dans le temps et qui là pour le coup n'est pas très drôle. C'est une histoire qui est assez touchante et qui m'a fait sortir quelques larmes. Donc si vous avez envie d'un voyage dans le temps un petit peu plus sérieux, n'hésitez pas à vous diriger vers là. Mais si vous aimez, comme je vous l'ai dit, Retour vers le futur et une ambiance beaucoup plus légère et rigolote, on a aussi le roman Throwback. C'est un livre pour ados que j'ai lu le mois dernier, donc c'est très très frais dans ma tête. Je l'ai énormément aimé. Il reprend les codes du voyage dans le temps. Donc si vous adorez la littérature pour ados et ce genre de mécanique, n'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours avec le jeu sur la temporalité et sur le temps, un trope que j'adore mais que j'ai vu assez rarement en littérature, j'aurais littéralement qu'un seul exemple à vous citer, c'est la boucle temporelle. Donc là, on n'est pas sur un voyage dans le temps linéaire, on est vraiment sur une personne qui va revivre en boucle, souvent c'est la même journée, et il a quelque chose à en retirer, quelque chose à réparer, quelque chose à changer, pour pouvoir se sortir de ce piège et de cette malédiction. Le seul livre que je connais qui parle de ça, c'est Before I Fall. C'est un livre qui a été aussi adapté en film, je crois qu'il est dispo sur Netflix. Que ce soit le livre ou le film, c'est vraiment des œuvres qui ont bercé mes années lycée. Là encore, on est sur des œuvres pour adolescents avec pas mal de romance à l'intérieur. Et c'est une œuvre qui m'a vraiment marquée et je trouve que la boucle temporelle, beaucoup plus que le voyage dans le temps, c'est un moyen vraiment d'introspection pour le personnage mais aussi pour nous. Et ce que j'aime, c'est que ça met de la responsabilité sur le personnage principal. Bah oui, puisqu'il est littéralement livré à lui-même, autour de lui personne ne change et s'il veut voir du changement, ça doit être de son initiative. Je trouve que ça rend le personnage beaucoup plus actif, beaucoup plus proactif dans son évolution. Parce que généralement la personne au début est pas des plus chouettes. Et à force de revivre toujours la même journée, il va changer son état d'esprit et s'améliorer. Pour Before I Fall, on va suivre Samantha, Sam, qui est une lycéenne très populaire, qui est pas forcément, comme je vous l'ai dit, hyper sympa avec les autres. Elle a son groupe de copines. Littéralement, c'est les Mean Girls du lycée. Et là, on va arriver au jour de la Saint-Valentin où Sam va faire sa petite journée tranquillement et le soir va se rendre à une soirée. Sauf qu'à cette soirée, il va se passer un gros incident qui va la piéger dans une boucle temporelle. Elle va se réveiller ce qui lui semble être le lendemain matin, sauf qu'elle va refaire cette journée. Le temps qu'elle se rende compte qu'elle est enfermée dans une boucle temporelle, elle va reproduire toujours les mêmes erreurs et elle va se rendre compte que si elle veut sortir de cette boucle, il faut qu'elle empêche absolument cette chose d'arriver. Alors elle ne sait pas comment, elle ne sait pas pourquoi, elle est absolument toute seule, donc elle va faire beaucoup de bêtises. Et c'est ça que j'aime aussi dans les boucles temporelles, c'est qu'une fois que la personne a compris qu'elle est dans une boucle temporelle, il faut qu'elle devine sa mission. Mais c'est pas parce qu'on a compris quelle était notre mission qu'on sait forcément l'accomplir du premier coup. On va avoir beaucoup de tentatives donc du personnage, plein d'essais-erreurs. On est sur des récits qui sont parfois teintés d'humour. Et on est surtout sur des textes qui vont parler de grandes questions philosophiques, ça n'a pas l'air, mais je vous jure que si, sur quelle est notre place, quel est notre rôle dans notre entourage, mais aussi dans la société, quelle est la personne qu'on a envie de devenir. Et c'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Là, je suis un peu curieuse d'avoir vos recommandations de livres qui parlent de cette thématique, parce que je connais beaucoup de films. On a notamment, il me semble qu'il y en a 2, Happy Birthday, où là c'est une étudiante qui va revivre en boucle le jour de son anniversaire, où elle va se faire à chaque fois tuer par un personnage dont elle ignore l'identité. On a aussi le premier film
en tout cas que je connais, qui adopte cette mécanique, c'est Le Jour de la Marmotte, mais rarement de livres. Alors je pense que c'est un peu plus difficile à gérer cette mécanique en livre parce qu'on peut plus facilement s'ennuyer qu'au cinéma. C'est aussi un peu ça le risque pour les personnes qui créent des œuvres avec cette mécanique, c'est de jauger le bon nombre de fois que le personnage doit repasser dans cette boucle temporelle. Parce que si on n'en fait pas assez, on a l'impression que le personnage, en fait, day one, premier jour, il aurait pu régler son problème et qu'il n'avait pas besoin d'une si grande évolution que ça, ou alors que l'évolution vient de nulle part. Mais à la fois, on ne doit pas non plus le faire répéter trop de fois au risque de nous lasser. Quand je vous dis qu'on répète la même journée en boucle, évidemment, il y a des éléments qui vont changer, sinon ça n'aurait juste aucun sens. C'est un équilibre qui est pas facile, et d'ailleurs quand on aborde la thématique du voyage dans le temps, il y a toujours tout un tas de paradoxes et de problèmes auxquels on peut être confronté, notamment au niveau de la cohérence de l'intrigue. Mais quand c'est bien fait, franchement, je trouve ça hyper efficace. Pour les 2 derniers tropes, on va parler de romance, ou du moins de dynamique romantique entre les personnages, parce que je ne lis pas souvent de romance en réalité. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait 2 tropes que j'aimais relativement bien. Bon, j'ai toujours des petites critiques à faire et c'est pas des choses qui vont fonctionner à chaque fois. Et en plus, devinez quoi? Parce que je veux jouer l'original, c'est des tropes qui sont à l'opposé des tropes les plus populaires. Vous connaissez le enemies to lovers, ennemi à amant. La plupart des gens raffolent de cette dynamique de personnage. Je ne peux pas me la voir. Évidemment, il y a toujours des exceptions et je ne vais pas arrêter ou détester ma lecture si je vois cette dynamique de personnage, mais elle a plutôt tendance à m'énerver. Alors que le friends to lovers, donc ami à amant, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans les œuvres. Alors attention, pas fait n'importe comment, et je vais mettre un bémol, je n'aime pas, j'ai l'impression que je fais que critiquer, je n'aime pas les best friends to lovers. Je n'aime pas quand il y a du coup 2 personnages, donc 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon. Ils sont meilleurs amis, souvent depuis l'enfance, et ils ne se sont jamais avoués qu'ils s'aimaient. Sauf que évidemment, il arrive toujours un moment où l'un des 2 est convoité, courtisé par une autre personne, et désolé, vous m'enlèverez pas de la tête que son meilleur pote, qui est amoureux de lui, va être le meilleur ami possible dans ce cas de figure. On a toujours des magouilles, des choses, alors attention le mot est grand, hein, mais toxiques, de la personne qui est amoureuse depuis toujours, qui va un petit peu saboter les relations de l'autre. Alors on a le cas où les 2 personnes sont amoureuses et ne se l'avouent pas. On a aussi le cas où il y en a une des 2 qui est amoureuse et pas l'autre, mais au fur et à mesure de l'intrigue, l'autre personne va se rendre compte qu'elle est aussi amoureuse. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même pire parce qu'il y a un gros déséquilibre dans la relation, et c'est pour ça que je n'aime pas les enemies to lovers, parce que souvent, c'est pas enemies to lovers, c'est bourreau, victime to lovers. Et ça, c'est pas possible. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais j'aime pas quand les relations sont déséquilibrées. Ce qui fait que les meilleurs amis là, qui sont hyper dévoués l'un pour l'autre, en fait ils sont amoureux depuis le début, et qui au final sabotent la vie et les relations de l'autre personne, je trouve pas que ce soit quelque chose de très appréciable, de très enviable. Alors quand je vous dis que j'aime bien les d'amis à amants, c'est des relations qui sont équilibrées, si possible. J'avoue que j'aime bien quand c'est dans des groupes d'amis qui sont faits et que les 2 personnes ne sont pas forcément les personnages les plus proches au début. Ce qui empêche, selon moi, bon nombre de manipulations et de quiproquos et de mensonges absolument inutiles. Non, j'aime bien quand les 2 personnages font partie d'un même groupe, qui sont amis mais sans être trop collés, trop proches, et qu'ils développent tous les 2, si possible, relativement en même temps, des sentiments. Ou alors, et ça peut être assez intéressant, même si je le vois rarement. Après, comme dit, je suis pas une grosse lectrice de romance, j'en lis quasiment jamais d'ailleurs. Quand les 2 personnes ne se connaissent pas au début du livre, qu'ils vont se rencontrer, d'abord devenir amis et ensuite développer des sentiments. J'ai pas beaucoup d'exemples, j'en ai même qu'un seul. C'est le roman, encore une fois, c'est un roman young adulte qui était très très connu à sa sortie, mais je crois qu'il est sorti il y a quelques années maintenant. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Où là, alors je me souviens pas très très bien
de l'intrigue parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais on a, il me semble, au début, une relation amicale qui va se tisser, et ce n'est qu'après que les sentiments amoureux vont se développer. En parlant de relations équilibrées et saines, le dernier trope, du moins que je vous présente aujourd'hui, que j'aime beaucoup, et attention, attendez vraiment la fin et écoutez ce que j'ai à dire parce qu'il y a des conditions très précises pour que j'aime ce trope. On va parler des triangles amoureux. Mais pas les triangles amoureux que tout le monde apprécie, pas les triangles amoureux où il y a une fille tout à fait ordinaire, tout à fait banale, qui n'a jamais attiré l'attention de personne d'ailleurs, mais qui va soudain être prise d'assaut par deux hommes. Et là je fais volontairement du caricatural parce que c'est ce qui selon moi ne fonctionne pas et ce que je n'aime pas, par deux hommes qui sont évidemment ennemis et qui vont se battre parfois jusqu'à la mort pour obtenir les faveurs de cette jeune ingénue qui ne sait pas faire de choix. Et pour les fans d'astrologie que vous êtes, peut-être, me dites pas que cette fille, elle n'est pas ascendant, signe solaire, signe lunaire, balance. Elle ne sait pas faire de choix. Elle se laisse balloter. Un moment, elle choisit l'un, un moment, elle choisit l'autre. Elle va mentir à l'autre pour aller avec l'un. Déséquilibré. Et ça, je n'aime pas. Ce que j'aime dans les triangles amoureux, c'est ce que j'appelle, et ce qui devrait être considéré comme un vrai triangle amoureux. Un triangle amoureux parfait. C'est-à-dire que les trois personnes entretiennent l'une avec l'autre des relations, que ce soit amoureuses, du moins amicales, mais en tout cas qui soient liées. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, moi ce que j'aime pas, c'est les deux mecs ennemis, la fille au plein milieu, ingénue qui se fait trimballer. Là évidemment on pourra penser à Twilight. Dans les séries on a aussi The Vampire Diaries, qui est basé sur le même principe, malgré le fait que les deux mecs soient frères. Parce que, ok, le fait d'avoir un triangle amoureux parfait ne règle pas les problèmes de manipulation et du côté très malsain. Parce que, pour moi, un triangle amoureux, aussi bien intentionné soit-il, est malsain. Or, ce que j'aime, c'est soit qu'on assume ce côté malsain, pas pour le romantiser, pas pour le glamouriser, mais pour le dénoncer et montrer à quel point les relations peuvent être toxiques et néfastes. Et là, je vais citer deux exemples. On a d'abord La doublure de Melissa Eda Costa, qui est un livre que j'ai absolument adoré parce qu'il ose s'emparer du triangle amoureux pour en faire quelque chose d'ultra macabre et ultra dérangeant. Grossièrement, c'est un couple de personnes très riches qui vont embaucher une jeune femme pour devenir l'assistante de la femme qui est une grande peintre mais qui n'aime pas beaucoup gérer la paperasse, les journalistes, les interviews. Mais vous vous en doutez, ou alors je vais vous le dire, si ce livre s'appelle La doublure, c'est qu'en fait, au-delà d'être la secrétaire de cette femme, elle va aussi devenir son visage officiel. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer cette jeune femme prétendre qu'elle est la peintre, histoire que la peintre puisse être tranquille et ne pas avoir besoin de discuter avec la plèbe. Vous avez compris, le couple est plus âgé, plus populaire, plus fortuné. Alors évidemment, cette jeune femme n'est pas du tout l'égale de ces deux personnages. On va montrer à quel point c'est néfaste tous ces rapports de force entre les personnages. Et il y a évidemment un triangle amoureux puisque cet homme, à force de prétendre que cette jeune femme est sa femme, va développer quelques sentiments ou du moins une fascination très étrange à son égard. Mais là où je dis que c'est absolument brillant et que ça renverse complètement les horizons d'attente, c'est qu'on n'a pas un homme au milieu tout puissant qui a littéralement le beurre, l'argent du beurre et ce que vous savez des deux crémières, ça va se retourner contre lui. Et les deux femmes, ou du moins l'une d'entre elles, va développer des sentiments pour l'autre. Et c'est là, selon moi, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait de déconstruire l'hétéronormativité du triangle amoureux. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours des relations hétérosexuelles. On a une femme qui correspond à une vision assez classique de la féminité, c'est-à-dire une personne qui n'est absolument pas proactive, qui ne va pas faire de choix, une personne naïve, souvent maladroite, qui est à tous les égards inférieure aux deux hommes qui la convoitent, que ce soit à cause de l'âge, du statut social ou alors simplement du caractère. Elle va pas avoir un caractère ultra affirmé. Et en fait,
c'est pas du tout des triangles amoureux, c'est juste des angles amoureux puisque les deux hommes ne sont jamais liés entre eux. Et je trouve ça assez dommage. Et ce qui est bien fait avec la doublure et ce qui est encore mieux fait dans Quelque chose à te dire de Carole Five, où là pareil on va avoir une histoire de triangle parfait, un petit peu macabre, toujours dans le milieu de l'art d'ailleurs. Là on va parler plutôt d'écriture et d'une écrivaine, où les femmes entre elles, ou en tout cas une des deux va développer des sentiments pour sa rivale. Alors oui, encore une fois c'est pas très sain, mais ça permet d'explorer une nouvelle facette de la question, toujours en la dénonçant et en la poussant à l'extrême, mais pour anéantir ce cliché et pour nous amener à réfléchir sur ces structures qui sont établies. Alors voilà, à quand d'autres auteurs qui osent s'emparer du triangle amoureux qui est ultra rigide, ultra classique. Je veux dire, le triangle amoureux, c'est un schéma qu'on retrouve déjà dans la littérature classique et dans les exemples que je vous ai cités, des triangles amoureux qui sont volontairement malsains, mais qu'on va dénoncer pour montrer, comme je vous l'ai dit, les rapports de force. Par contre, il y a un livre, alors que je n'ai pas lu, mais qui tourne pas mal en ce moment, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus si vous l'avez lu ou si vous en savez un peu plus que moi. C'est La Lagune. Alors je me souviens plus de l'autrice, il me semble qu'elle s'appelle Ludmilla, et c'est un roman young adulte, mais par contre qui va pas du tout aborder ce triangle amoureux parfait sous un prisme de manipulation, de choses très malsaines, mais qui va montrer d'autres types de relations. Donc dans ce livre, on va parler de polyamour et de trouble. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais en littérature, et je pense que c'est un roman qui est très intéressant au niveau de la représentation et du message qu'il peut véhiculer, et j'avoue qu'il m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et si cette idée de triangle amoureux parfait vous parle, et si ce serait pas un bon moyen de remettre en cause et en perspective les schémas qui sont ultra figés, classiques, et que la plupart des gens adorent. Même si j'ai l'impression que maintenant le triangle amoureux est un peu passé de mode, ça agace les gens parce qu'ils ont trop l'habitude maintenant d'en voir. Je peux comprendre, mais moi, les triangles amoureux parfaits, c'est le bon compromis que j'ai trouvé dans mes lectures. C'est assez étonnant, assez original, et selon moi, c'est un choix qui est extrêmement engagé de la part des auteurs, et c'est quelque chose que je salue vraiment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui parle de mes 5 tropes préférés. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une liste de courses, je vais pas chercher absolument à lire des choses où il n'y a que ces ressorts narratifs là. Mais c'est quand même intéressant, et j'ai aussi beaucoup aimé discuter et réfléchir avec vous sur ces structures là. Rappelons que la littérature n'est pas coupée du monde. Les schémas qu'on voit peuvent traduire une certaine vision de la société. Si vous avez aimé passer ce moment avec moi et que vous avez aimé ma manière de parler des livres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On parle de littérature sous toutes ses formes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter en me disant quels sont vos tropes préférés. Comme dit, moi j'ai dû vraiment réfléchir parce que je fonctionne pas comme ça pour choisir mes lectures. Est-ce que vous aimez les tropes dont j'ai parlé aujourd'hui? Est-ce que vous les aimez pas? Et surtout pourquoi? On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Salut!